Mesdames, Messieurs, chers partenaires et sympathisants du PSEJ, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série des e-rencontres du PSEJ qui vous sont dorénavant proposées tous les 2 mois. Un cycle de rencontres lancé officiellement le 29 août dernier et déjà suivi par plusieurs milliers de personnes à travers tout le Sénégal et bien au-delà. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat et à un thème que nous allons traiter ensemble avec profondeur. Vous verrez, le sujet l'exige. Comment gérer les succès et des échecs en entrepreneuriat. Alors, je tiens à saluer et à remercier très sincèrement l'équipe d'organisation qui, une nouvelle fois, a su mobiliser de très belles personnalités. Vous allez voir, elles vont rythmer avec moi notre réflexion. Elles vous apporteront des réponses concrètes et illustrées d'exemples qui sauront vous inspirer, j'en suis persuadé. En tout cas, c'est tout le sens que nous souhaitons donner à ces rencontres digitales. Alors, je vous espère toutes et tous bien connectés, bien installés. N'hésitez pas à profiter aussi de la fonction chat qui vous est disponible pour nous faire partager vos remarques et questionnements tout au long de notre e-rencontre. Elle est interactive, c'est très, très important de pouvoir vous écouter et vous donner la parole tout au long de notre événement. Alors, cela me permet aussi de saluer et de remercier chaleureusement mes complices qui se cachent quelque part dans les coulisses et qui m'apportent une aide toujours très précieuse pour que tout fonctionne bien. Vous savez aussi bien que moi que le bon fonctionnement de la technique est toujours crucial pour un événement, et ce d'autant quand on se parle à distance. On y va? Alors, je vais tout de suite accueillir celle à qui nous devons d'être rassemblés et connectés autour de cette nouvelle rencontre du BSEJ. Professeur Aminata Sall Diallo, bonjour et comment allez-vous? Bonjour Guy, je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, c'est super. Permettez-moi de rappeler que vous êtes l'initiatrice et l'administrateur général du PSEJ, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Alors même si le PSEJ est maintenant bien connu, est-ce que vous pourriez tout de même nous en rappeler allez, les objectifs PSEJ que vous avez mis en place en 2016 et ce dans le cadre du plan Sénégal émergent? Tout à fait, Guy. En fait, les objectifs spécifiques du PSEJ, c'est réellement de former des créateurs d'entreprises, Hum, de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, de participer à la constitution d'un socle de PME, PMI qui irrigue l'économie sénégalaise hum. et de faire émerger une nouvelle génération de dirigeants et d'entrepreneurs bien ancrés au Sénégal. Alors, professeur, est-ce que vous pourriez nous donner ou redonner quelques aspects très précis sur l'activité que vous déployez depuis plus de 4 années en faveur des jeunes de votre pays, vous l'avez souligné. Combien de lauréats, c'est bien comme ça que vous appelez vos entrepreneurs, futurs créateurs. Quelles données est-ce qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre les réussites du PSEJ? Bien, en termes de lauréats formés, je pense qu'on est à près de 3000 lauréats formés D'accord. déjà. On est à près de 100 entreprises créées par année dans les domaines prioritaires de développement. On est à plus de 1500 emplois durables créés par an dans toutes les régions du Sénégal. Et Hum. bon, si on s'arrête aux données quantitatives, on peut dire qu'on a formé des milliers de jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes quand même très satisfaites sur ces 4 dernières années d'avoir près de 400 entreprises et plus de 1500 emplois créés par année, ce qui fait un total environ de plus de 4500 emplois, que ce soit des emplois directs ou des emplois indirects. Sacré bilan. Madame Diallo, sous votre impulsion, nous vivons ensemble un nouvel épisode d'une série de 6 e-rencontres sur des thématiques très diversifiées et collées bien sûr à l'esprit du PSEJ, mais également à la dynamique du monde socio-économique, notamment au Sénégal. Alors, quelle est la vocation de ce cycle que vous avez souhaité? Quels sont ses objectifs? Bon, juste peut-être rappeler que c'est avec l'équipe que nous avons décidé de démarrer ce cycle de e-conférence, Mhm. un peu pour valoriser et mettre en scène la jeunesse, les jeunes diplômés et plus généralement l'ensemble des jeunes entrepreneurs qui sont les lauréats du PSEJ. Mais c'est également mettre en lumière l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers
qu'il s'agisse d'institutions publiques ou parapubliques, d'équipes pédagogiques ou autres personnalités. Il s'agit également pour nous de créer un réseau virtuel et réellement un patchwork de compétences, de connaissances, de personnalités et de talents qui sont susceptibles d'intéresser les jeunes entrepreneurs qui sont notamment en phase de création d'entreprises. Et enfin, il s'agit de valoriser l'action institutionnelle entreprise dans le cadre du plan Sénégal émergent et conforter le prolongement et le développement du programme. Alors voilà globalement les objectifs spécifiques qu'on s'est fixés dans le cadre de ces rencontres avec une approche grand public, avec une approche économique et technique et une approche institutionnelle et politique. J'allais revenir sur ce point, Madame Diallo, si vous permettez, un petit mot peut-être plus personnel, hein, si vous permettez. Pourquoi est-ce que si c'est important pour vous de parler d'entrepreneuriat, notamment auprès du plus grand nombre? Parce que c'est le plus grand nombre qui nous suit ce matin à travers cette petite lucarne magique que nous avons toutes et tous devant nous. Parce que je pense que la promotion de l'entrepreneuriat est une nécessité pour tout pays. L'entrepreneuriat participe à la dynamique économique globalement. Si un pays veut être compétitif, on doit veiller à ce qu'un grand nombre de sa population soit sensibilisé à l'esprit entrepreneurial. L'esprit d'entreprendre et un secteur de PME dynamique, c'est quelque chose d'important pour la création d'emplois. L'augmentation de la compétitivité, la restructuration et la redynamisation des économies, ainsi que dans la lutte contre la pauvreté. Les entrepreneurs contribuent à l'innovation et cela pousse les vieilles industries à s'adapter ou à disparaître tout simplement. On parle de destruction créatrice. L'entrepreneuriat joue aussi un rôle important dans le développement territorial. Les autorités locales ont donc tout intérêt à promouvoir l'esprit d'entreprendre. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, un des axes forts du PSEJ, c'est réellement la promotion de l'esprit entrepreneurial. L'enjeu est un enjeu énorme et il s'agit d'un enjeu de société. Merci pour ce message très schumpeterien, si je peux me permettre. Merci infiniment pour ces mots introductifs, Madame l'administrateur général. Toutes ces précisions nous étaient très utiles. Elles vont d'ailleurs contribuer à la bonne mise en relief de tout ce qui va suivre en réalité. Alors, Madame le professeur, Mesdames, Messieurs, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, pour honorer l'invitation qui vous a été faite. Pour traiter un sujet relativement vaste, c'est vrai, nous aurions facilement pu organiser un colloque, il faut se le dire, surtout au regard de la qualité du panel qui nous accompagne ce matin. Mais en 80 minutes, l'objectif est pour nous de répondre le plus concrètement possible aux questionnements suivants que beaucoup d'entrepreneurs sont amenés à se poser. Comment gérer les succès et les échecs en entrepreneuriat? Alors, si nous posons cette question, c'est pour tenter d'apporter un certain nombre d'éclairages structurés et objectivés sur une thématique centrale pour tous les dirigeants et porteurs de projets. Si définir le projet de son entreprise est une démarche incontournable du créateur, et peut-être ainsi dès la genèse être un facteur de réussite ou d'échec finalement, et peut-être ainsi donc que dès la genèse ce facteur d'échec et de réussite, au bout d'un temps plus ou moins long, la réalité de l'entreprise engendre nécessairement des choix, des actions à mettre en place en fonction des situations. On va le voir dans les témoignages, car justement l'existence de cette matière vivante qu'est le projet et donc ce que va devenir l'entreprise, il est rythmé par des points d'étape, c'est son cycle naturel évidemment, on gagne, on perd, on se relance, on rebondit, on part en conquête, parfois en reconquête, on en parle beaucoup en ce moment, mais au fait, échouer, est-ce que c'est tabou? Inversement, montrer sa réussite, est-ce que c'est bien accepté? En quoi l'échec ou la réussite peuvent-ils ou doivent-ils être ressources pour avancer? Comme beaucoup parmi vous, je le suppose du moins, je me laisse facilement inspirer quand cela est nécessaire par ce grand homme que fut Nelson Mandela, qui avait la parole si juste. Il disait avec sa légendaire humilité, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Alors cette manière positive de regarder toute trajectoire entrepreneuriale, est-ce
quel est un début de réponse à notre questionnement du jour, analyser sa réussite, analyser son échec, n'est-ce pas au fond une façon structurée d'organiser son prochain cycle décisionnel. Voilà quelques inputs. Ils n'engagent que moi, évidemment. Je vous les livre pour ouvrir le débat, en n'oubliant pas, bien sûr, de l'inscrire dans un contexte d'une telle incertitude en raison de la crise sanitaire et économique qui s'ensuit, et qui, comme toute crise, est porteuse de ses échecs et tout autant de ses espoirs. Alors, ce débat, j'ai la grande chance de pouvoir le conduire ce matin avec 4 invités de marque que je vais tout de suite vous présenter. Monsieur Racine Sarr, bonjour. Bonjour Guy. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Entrepreneur dans l'âme, c'est en tout cas la réputation qui vous précède, je n'y peux rien. Vous êtes le fondateur et directeur général de Shop Me Away, une entreprise qui veut créer, dites-vous, je cite, un monde où tout le monde a accès aux meilleurs produits. Vous allez bien sûr nous raconter tout cela. Docteur Aurélien Ferry, bonjour, comment va? Bonjour Guy, très bien, merci de votre invitation. Soyez bienvenue au Sénégal, qui vous accueille avec beaucoup de plaisir, je crois, à l'occasion de ce débat auquel vous avez gentiment accepté d'apporter votre contribution. Vous êtes docteur en sciences de gestion et en sciences de l'action. Je serai, comme notre public, très curieux d'en savoir beaucoup plus sur vos spécialités, vos expertises, que vous exercez actuellement au sein de CNAM Entrepreneur, une filiale du fameux Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, en France. Monsieur Mamour Guiraud, bienvenue à vous. Guy. Bonjour. Bonjour Guy. Ça va, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Super. Nous sommes heureux évidemment de vous avoir à nos côtés. Je sais que vous revenez d'un long voyage presque spécialement pour nous. Je vous en remercie vraiment. Vous êtes directeur administratif et financier au sein du groupe EDK, entreprise qui représente actuellement l'un des plus importants acteurs du marché sénégalais des carburants. Alors, vous allez bien sûr nous dévoiler, avec plus de talent que moi, j'en suis certain, toutes les facettes de cette entreprise qui sait visiblement très bien gérer son évolution, sans doute un peu grâce à vous aussi. Et enfin, je vous l'avais indiqué, mesdames et messieurs, nous retrouvons bien sûr le professeur Aminata Sall Diallo. Merci de participer à ce panel, chère madame. Votre engagement pour croiser les mots jeunesse, entrepreneuriat est reconnu partout au Sénégal et ailleurs. Vous pouvez en être fiers. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre sur le sujet de jour, et ça a déjà commencé avec vos propos de tout à l'heure. Alors, pour lancer la conversation, je vous propose de faire un premier tour d'horizon centré sur vos responsabilités respectives, car je crois qu'à travers ce prisme, notre public pourra tout de suite saisir le lien avec nos réflexions du jour et comprendre en quoi vos nombreuses expertises et expériences partagées nous seront très utiles pour apprendre à appréhender et ainsi à savoir mieux gérer nos succès et parfois, malheureusement, aussi nos échecs entrepreneuriaux. Alors, monsieur Racine Sarr, je commence avec vous, si vous en êtes d'accord. Cela nous ferait plaisir d'en savoir un peu plus sur votre récent parcours en tant que fondateur et dirigeant de Shop Me Away. Quelles circonstances ont généré votre idée et surtout l'acte fondateur de vous lancer? Alors, merci beaucoup Guy pour cette opportunité. Surtout, encore, je tenais à remercier le professeur Aminata Diallo pour non seulement cette initiative des e-rencontres du PSEJ, mais également pour son travail quotidien sur l'entrepreneuriat au Sénégal ici. Et bien entendu, merci à mes chers collègues panélistes et également au public qui nous écoute en ce samedi matin à Dakar et ailleurs. Alors, moi, je suis un Sénégalais de 38 ans et j'ai constaté à un moment donné un problème, Guy. Le problème, c'est que j'ai un ami, d'accord, son nom est Malik. Et Malik est ingénieur. Il est rentré au Sénégal il y a 5 ans avec cette idée de créer une ferme qui est technologique. C'est une ferme qui est connectée, donc dans l'agriculture, où, voilà, avec des super rendements et qui est vraiment propulsée par la technologie. Donc, pour cela, il a besoin de capteurs, d'accord, et de puces électroniques, tout simplement. Des puces, je dis bien électroniques, parce que dans le champ, c'est vrai qu'on peut trouver d'autres types de puces, mais là, je parle de puces électroniques. Alors, le problème qu'il rencontre à ce moment-là, c'est que Malik ne trouve pas ce matériel dans son environnement direct. Il a beau chercher partout, il a beau y consacrer du temps, alors que ce n'est pas son métier, mais il n'y arrive pas, en fait. Il ne trouve pas ces produits. Il les cherche sur notre ami Google.
qui lui dit que ces puces sont vendues sur Amazon, sur Alibaba, aux États-Unis, en Chine. Il contacte ces vendeurs, mais ces vendeurs ne livrent pas au Sénégal. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas le Sénégal, en fait. Et ce problème qu'a Malik, c'est celui que j'ai voulu résoudre avec Shop Me Away. Parce qu'en fait, vous savez, le problème de Malik, Malik n'est pas le seul à avoir ce problème. Il y a Awa, il y a beaucoup de Malik, ils portent pas forcément le nom de Malik. Il y a Awa aussi qui cherche des produits à forte valeur ajoutée, qui ne les trouve pas. Il y a même des entreprises donc qui cherchent des pièces de rechange extrêmement rares ou techniques qui ne les trouvent pas. Vous avez des écoles, des universités qui veulent enseigner la technologie à leurs étudiants, à leurs élèves, et qui vont avoir des besoins spécifiques, des imprimantes 3D extrêmement modernes, etc. Donc, nous avons juste créé shopmeaway.com. Donc en fait, si pardon de vous couper, mais c'est le démarrage finalement, c'est l'idée parce que vous avez observé. Hein. Donc vous avez un peu ça dans le sang, non? Vous avez une réelle expérience en entrepreneuriat. J'ai regardé un peu votre parcours, même si vous êtes très jeune encore. C'est l'idée, l'observation, et hop, on y va, c'est ça? C'est tout à fait, vous avez bien dit, l'observation. J'adorais, vous savez, à l'école, cette science qu'on appelait l'observation. Encore, on l'appelait encore observation à l'époque. Et existe-t-elle encore vraiment? Elle existera toujours. Alors, est-ce qu'elle est pratiquée? C'est la grande question. Est-elle pratiquée? On fera un autre débat. Donc, shopmeaway.com, c'est vraiment une plateforme logistique qui est orientée vers Malik et tous les Malik du Sénégal, qui le met directement en rapport avec les grands centres, ce qu'on appelle les retail hubs. Hein, c'est des hubs commerciaux et technologiques du monde, et de sorte à ce qu'ils puissent recevoir à des prix cassés son matériel, donc grâce à ce qu'on appelle la consolidation. Je reviendrai là-dessus sur ce concept. On en reparlera. Un peu après, exactement. Quelles sont, Monsieur Sarr, vos perspectives dans les mois et même les années qui viennent? Selon vous, vous semblez être dans un vrai mouvement d'avenir. Alors, c'est difficile de se prononcer dans ces temps un peu troubles avec le Covid-19. Cela dit, on a de belles raisons d'espérer quand même. On a de belles raisons d'espérer. Nous sommes dans un continent qui est jeune, qui est extrêmement jeune. Et le hasard de l'histoire fait que c'est cette jeunesse qui est en train de nous protéger, d'ailleurs, en grande partie, des ravages du Covid-19. Cette jeunesse, c'est aussi un pari, c'est une opportunité. Cette jeunesse a tendance à être de plus en plus éduquée et a tendance à revoir à la hausse ses ambitions. Et dans ce contexte, nous pensons que des gens comme Malik, qui vont avoir des initiatives pour créer des choses de plus en plus innovantes, auront forcément de plus en plus besoin de nous. Et notre vision, c'est non seulement de permettre aux gens des pays isolés, comme le Sénégal et beaucoup d'autres pays en Afrique, de pouvoir acheter ce qu'ils veulent, mais également, et ça, c'est un peu la finalité de notre démarche, de pouvoir vendre, exporter ce qu'ils veulent à travers le monde. Voilà. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a un boulevard quand même. Il y a de belles perspectives. On reviendra bien sûr sur ces éléments-là. Mamour Guiraud, si je résume, EDK, c'est un ensemble de stations multiservices d'essence et gasoil, d'entretien de tout véhicule, mais aussi de supérettes, de restaurants, de fast-food. On voit un joli coq derrière vous. Il est vraiment magnifique. De boulangerie aussi, de pâtisserie et aussi de banque, crédit agricole. Quels seraient vos mots pour présenter votre groupe et ses multi-activités? Bonjour professeur, bonjour monsieur, bonjour chers internautes. Bon, je pense heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'échanger sur ce thème. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation à cette rencontre. Pour résumer, EDK, c'est une société anonyme sénégalaise, de droit sénégalais, qui a été créée le 18 décembre 2009. Donc, on va fêter bientôt nos 11 ans. Donc, cette structure a été fondée par M. Dembaka, donc, qui, avec son style de management révolutionnaire, avec son pragmatisme, a su pousser les limites de la distribution d'hydrocarbures et de devenir le leader de la grande distribution au Sénégal.
Aujourd'hui, on est le 5e pétrolier sénégalais au bout de 10 ans. Aujourd'hui, EDK Oil, c'est quasiment 1500 emplois créés en 10 ans. Et c'est des emplois directs et indirects, bien sûr, mais on parle de permanents, presque 900 qui ont été créés. Et nous comptons doubler ces objectifs dans les 3 prochaines années. Donc, EDK Oil intervient à plusieurs niveaux. Donc, dans la mise en place d'un réseau national, parce qu'aujourd'hui, partout au Sénégal, on compte 31 stations-service sur la marque EDK Oil. Nous sommes donc un acteur principal sur le marché et on cherche toujours à étendre notre réseau. Actuellement même, on est en train de construire un nouveau site sur l'autoroute APA. Ce sera la première station autoroutière sénégalaise. On a aussi développé quasiment un réseau de stations-service où l'expérience client occupe une place primordiale. Donc, l'expérience client, parce que grâce à notre filiale, on a une filiale qui s'appelle le TEFES, donc qui fait tout ce qui est distribution, grande distribution, notamment le supermarché, tout ce qui est restauration, tout ce qui est restauration rapide, tout ce qui est boulangerie, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est service de transfert d'argent. Et on est en partenariat avec différentes banques, notamment la Banque agricole, donc, pour développer des réseaux de services où le client il fait un parcours à 360 degrés au niveau de la station EDK. En effet, oui. Est-ce que je voulais vous interroger parce que vous parlez beaucoup du Sénégal. Est-ce que vous avez des liens avec des clients ou des fournisseurs ailleurs qu'au Sénégal? Parce que vu vos multi-activités, on peut l'imaginer. Pour des clients, non, mais pour des fournisseurs, on en a beaucoup quand même à l'étranger parce que la consommation au Sénégal, elle est malheureusement extravertie. On consomme beaucoup de produits, on importe beaucoup. Donc, on a beaucoup de fournisseurs à l'étranger, notamment en France, notamment en Espagne, quasiment partout dans le monde. Hein. D'accord. Et la crise, il faut bien sûr en tenir compte. Est-ce qu'elle est un facteur important dans vos activités actuelles ou en prévision et dans quel sens? Bon, la crise, quasiment, elle nous a permis de nous remettre en question. D'accord. Parce qu'à revoir notre politique, à revoir notre stratégie, à revoir les fondamentaux dans l'économie. Parce qu'aujourd'hui, se développer, c'est bien beau, mais avec la crise a tout remis en question. On s'est retrouvé pendant un moment pour assurer les approvisionnements. C'était compliqué parce que chez vous, personne ne travaille. Localement, il fallait trouver des solutions. Donc, nous, on a fait un grand brainstorming pendant cette période et on a rebondi à partir de cette crise pour trouver des solutions adéquates. Et on en a profité aussi pour lancer notre nouveau label Jollof Chicken. Donc, voilà. Vous voyez derrière à l'écran. C'est un nouveau Il est magnifique. Il est magnifique. C'est du fried chicken, c'est à l'image des McDonald's et autres, donc, et qu'on essaie de développer. Et c'est un produit sénégalais, fait par des Sénégalais. Le poulet, il est local, comme vous le dites, c'est du poulet bio, donc bien fait. Puis, on croise les doigts pour ce nouveau produit. Monsieur Guiraud, je ne vous ai pas demandé vos missions exactes à vous. C'est quoi votre rôle au sein de cette belle entreprise? Bon, je suis DAF du groupe EDK, donc ça veut dire, de façon générale, je suis garant de la bonne gestion administrative et financière de l'entreprise. L'homme des chiffres. Consiste à contrôler la bonne exécution de la stratégie, des procédures avec la direction générale et à coordonner les services dont j'ai la charge. Donc, en résumé, c'est un peu ça mon rôle. Donc, merci. L'homme de chiffres, le garant, hein, pour que tout ça fonctionne dans un modèle qui tienne la route. Docteur Aurélien Ferry, je me tourne vers vous. Racontez-nous un peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a un jour décidé à plonger dans le monde de l'entrepreneuriat à tel point d'en devenir à la fois un praticien et un théoricien?
Alors, je vais peut-être partir d'une définition, hein. La définition de l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est commencer à faire quelque chose. Et donc voilà, là, c'est tout le fondement qui m'a animé. Entreprendre, c'est pas forcément créer une entreprise. Entreprendre, c'est lancer une passion. Ça peut être créer une entreprise. Ça peut être lancer un projet qui nous tient à cœur. Hein, quand on entend les différents intervenants, on entend des passions. On entend des passions avant d'entendre des entreprises. Et donc, pour entreprendre, il y a trois grands ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la personne. Hein, est-ce que entreprendre, on ne pourrait pas qualifier ça d'un, alors je vais peut-être utiliser les termes, mais un chemin initiatique, apprendre à se connaître, se dépasser soi-même. Le deuxième ingrédient, c'est le projet. Hein, donc c'est l'action qu'on mène auprès des autres, c'est le développement, c'est pouvoir lancer des biens et des services. Et le troisième ingrédient, c'est un lieu, c'est un territoire, c'est un besoin, c'est une attente. Alors, ce qui m'anime, ce qui m'a permis de me plonger dans l'entrepreneuriat, c'est de me rendre compte que tout projet, quel qu'il soit, une création, une reprise, un développement d'activité, c'est pouvoir se dépasser et travailler sur ces trois ingrédients qui sont l'individu, le projet et le lieu. Alors même à votre âge encore très jeune, hein, vous avez déjà une longue expérience, hein, j'ai regardé des problématiques que pose l'entrepreneuriat, vous en connaissez beaucoup de facteurs, notamment ceux qui créent les conditions du succès, parfois aussi ceux de l'échec. Alors quel est votre rôle au sein de votre éminente institution, le CNAM, et comment y exprimez-vous cette expérience pour bien justifier pour notre public? Je suis responsable d'une entité du Conservatoire national des arts et métiers qui s'occupe de l'entrepreneuriat, donc CNAM Entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, on a trois facettes. Il y a trois facettes de l'entrepreneuriat. On s'intéresse à l'envie. J'ai envie d'entreprendre, à l'idée, j'ai une idée de quoi faire, et le projet, quelle est l'action qu'on va entreprendre. Quand je parle d'envie, là, on va s'intéresser à l'individu, à sa personnalité, aux motivations, aux compétences qu'il peut avoir. Quand on s'intéresse à l'envie, on va s'intéresser. J'ai beaucoup aimé Racine Sarr, hein, qui parlait d'observation. C'est bien pouvoir observer les signaux forts et les signaux faibles d'un territoire, c'est les besoins d'un territoire. Et puis le projet, c'est comment on va piloter. Et derrière, ça se traduit par des outils aussi bien en termes de formation et d'accompagnement. Hein, donc le CNAM est un organisme de formation professionnelle. Derrière, on met des outils tels qu'un bac+1, donc une formation pour aller vers l'entrepreneuriat, un titre entrepreneur de petite entreprise où des personnes peuvent consolider leur projet et faire avancer leur projet, une licence professionnelle métier de l'entrepreneuriat et d'autres outils en termes de formation et d'accompagnement. Alors, Monsieur Ferry, quels sont les fondements, hein, de vos différents écrits? Vous avez publié plusieurs ouvrages, hein, qui font référence. Est-ce un moyen pour vous de sensibiliser, d'encourager à l'entrepreneuriat ou plutôt à aider à mieux structurer sa mise en œuvre? J'imagine c'est un peu les deux. Attention, on n'a pas 4 heures, hein, pour répondre. Alors, un peu les deux, un peu les deux. Je vais essayer de faire très, très rapide. Mais ce qui m'intéresse dans mes écrits, alors mes écrits ne sont que la restitution de tous les travaux qu'on a fait auparavant avec une équipe de recherche et avec un grand nombre d'entrepreneurs. Mais les écrits vont s'intéresser à consolider les pratiques d'accompagnement des entrepreneurs. On s'aperçoit que l'accompagnement d'aujourd'hui, c'est plus l'accompagnement d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. On est sur de nouvelles formes. Les nouvelles formes, c'est, alors je vais peut-être le qualifier de trois formes d'intelligence. Il y a une intelligence qu'on va qualifier de collective. On s'aperçoit que tout entrepreneur, quel que soit le projet, fait partie d'un réseau. On a des échanges croisés, on s'appuie sur ses pairs, on grandit ensemble face à l'échange. Il y a une deuxième forme d'intelligence, on va qualifier d'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, quand on écoute les différents intervenants de cette table ronde, on entend de la passion, on entend de l'émotion. Est-ce qu'on est en capacité d'utiliser l'émotion pour résoudre des problèmes, de croiser la raison et l'émotion? Et puis, il y a une troisième forme d'intelligence, c'est l'intelligence. Alors, est-ce qu'on peut la qualifier de numérique, hein? C'est utiliser les nouveaux outils, les outils web, les data, voilà, au sens large, qui vont pouvoir nous permettre d'avancer. Hein, donc, mes écrits s'intéressent à ces trois formes d'intelligence. L'intelligence collective, émotionnelle, numérique pour accompagner les entrepreneurs. C'est bien, on a quelques éléments pour poursuivre le raisonnement. Professeur Diallo, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous portez depuis plusieurs années le PSEJ.
donc, qui vise à donner un nouvel élan à l'entrepreneuriat des jeunes dans votre pays. Vous l'avez très bien dit, et les résultats sont là. Alors, est-ce que vous parlez d'ores et déjà de réussite dans la conduite de ce projet? Parce qu'après tout, c'est un projet entrepreneurial aussi que vous portez et que vous soutenez à bras-le-corps. Je pense que réellement, on ne peut pas raisonner en termes de chiffres. Ce ne sont pas les chiffres qui font la réussite, je pense, d'un projet. Hein. Ce n'est pas les aspects quantitatifs, on a formé 1000, on a formé 1500, ce n'est pas ça qui fait la réussite d'un projet. Le PSEG est une entreprise sociale, hein, qui ne se mesure pas par des chiffres ou des statistiques. Je pense que si c'est en référence aux objectifs fixés depuis 2015 en termes de chiffres, on peut parler de résultats significatifs. Mais le plus important, c'est que le PSEJ est en train de devenir une référence pour ces cibles et d'apporter de la plus-value à ces cibles. Et c'est cela, pour moi, qui est une réussite, et la réussite du PSEJ. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Les facteurs clés de réussite, justement, pour devenir cette référence, selon vous, ce sont lesquels? Je pense que c'est surtout lié à la capacité à innover sans cesse. Je pense que la réussite du programme est également liée à son habilité à réagir au moindre changement dans son environnement. On l'a vu hein, avec le Covid. Le PSEJ n'a eu aucun mal à s'adapter au changement. Et c'est également un des facteurs clés, c'est sa capacité à se rénover, à s'ajuster, à se transformer, à s'adapter. Je pense que vraiment, c'est vraiment les différents facteurs de succès que je peux évoquer par rapport au PSEJ. Alors, Madame le professeur, vous y faites allusion à cette période. Alors, en cette période tellement compliquée hein, pour nous tous, je voudrais aussi vous entendre un instant sur l'enquête nationale réalisée tout récemment pour mesurer justement l'impact socio-économique de la Covid-19 sur les activités des entreprises dirigées par les lauréats, vos lauréats du PSEJ. Quelques mots, s'il vous plaît, sur ce qu'il faudrait en retenir. Je crois que ce sera aussi une bonne mise en bouche pour la suite de notre débat. Je pense que c'est un impact désastreux, hein, parce que 91% des unités ont été impactées avec une cessation partielle ou totale de leur activité. Les plus petites entreprises qui constituent le segment d'entreprise le plus important ont été le plus impactées, 91%. Les PME issues de la deuxième cohorte, de la troisième cohorte, donc qui sont de très jeunes entreprises, ont été les plus affectés par la crise sanitaire avec un niveau de vulnérabilité de 100%. Et les activités liées aux branches telles que l'artisanat, la culture, la beauté, l'habillement, la communication, l'événementiel ont enregistré un taux d'impact négatif de 100%. La production globale des entreprises a connu une baisse de 43%. Et 82% des unités ont connu un fléchissement de leur chiffre d'affaires sur la période allant de mars à août. La baisse du chiffre d'affaires a eu pour effet immédiat la dégradation de la trésorerie de 48,10%. Plus de la moitié des commandes commerciales des entreprises a fait l'objet d'annulation. Les relations entre entreprises et partenaires commerciaux n'ont pas été épargnées non plus par les effets néfastes du Covid, avec des difficultés qui ont été notées dans les livraisons, dans près de 40% des cas, dans les ruptures d'approvisionnement, idem plus de 35%, et des stocks, rupture de stock dans 30% des cas. Et 25,7% ont dû recourir au chômage technique de leur personnel, à la baisse des salaires, au licenciement économique. Et donc, on voit que réellement, l'impact est énorme et plus de 3/4 des entreprises, précisément 88%, envisageraient de solliciter des fonds de soutien aux entreprises qui sont mis en place par le gouvernement. Donc, on voit que le Covid est passé par là. Je pense que c'est un peu à l'image de notre pays où on est passé d'un taux de croissance qui était à 6,5%
à un taux aujourd'hui qui est à 0,7%, et on peut comprendre l'impact sur ces entreprises, ces jeunes entreprises. Alors, c'était évidemment pas pour apporter des mauvaises nouvelles, mais c'était pour apporter des éclairages très importants, je crois, à notre public pour poursuivre notre débat. Cela m'amène justement à une question, au fond, simple et complexe à la fois. Avant d'apporter des réponses à notre sujet, peut-être devrions-nous définir les choses à l'aide de vos visions, madame, messieurs, vos visions respectives du succès et de l'échec en matière d'entrepreneuriat. Racine Sarr, je reviens vers vous pour démarrer ce nouveau tour. Comment est-ce que vous définiriez l'échec et le succès? Vos expériences montrent beaucoup de réussites, mais peut-être je me trompe justement parce que je n'y regarde pas d'assez près. C'est votre regard qui m'intéresse là. Merci beaucoup, Guy. Alors, l'échec, le succès, c'est somme toute des notions très, très, très relatives. Très relatives. Et d'ailleurs, heureusement que l'échec absolu n'existe pas, tout comme le succès absolu, malheureusement, n'existe pas. Donc, avant tout, il faut parler d'un objectif. Avant de parler d'un échec ou d'une réussite, il faut savoir se fixer un objectif. Bien entendu, cet objectif, il doit être d'abord mesurable, d'accord, et surtout atteignable. Alors, moi, si aujourd'hui, je me fixe un objectif de me jeter du haut du toit pour voler jusqu'en Gambie. Mais quelle idée! Quelle idée, justement, quelle idée! Quelle idée. Donc, on est d'accord que c'est une entreprise qui est vouée à l'échec dès le début. Très bien. Alors, par rapport à cela, on peut aussi dire que l'échec, tout comme la réussite, doit être accompagné d'une mesure temporelle. D'accord. Vous ne pouvez pas être en réussite permanente. Et vous ne pourrez pas être, heureusement d'ailleurs, en échec permanent. Sinon, il faut se poser des questions. Maintenant, alors, pour moi, dans mon entendement, c'est tout bonnement impossible. C'est tout bonnement impossible. Même si on essayait d'être en échec tout le temps, on n'y arriverait pas. Voilà. On n'y arriverait pas. Il y a tout un tas de choses que nous réussissons sans même nous en rendre compte, en fait. Vous voyez un exemple très concret là. Écoutez, le meilleur exemple, c'est déjà d'arriver à se connecter sur aujourd'hui, d'être tous ensemble. Sans le savoir, nous sommes en train de créer tous ensemble, aussi bien les intervenants, les organisateurs que le public, un effet positif en fait aujourd'hui sur le monde aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est remarquable. Et qui peut être considéré comme un succès en soi. Et malgré les petites imperfections, en effet, qu'on peut avoir dans des connexions, des paroles qui ne sont pas tout à fait ce que vous voulez dire, etc. C'est vrai, vous avez raison. Tout le fait d'avoir un objectif. Si aujourd'hui, votre objectif est de lancer cette conférence, vous considérez que c'est un succès. Si un micro-objectif de cette conférence est que le son soit d'un certain nombre de décibels bien précis, ça, vous pouvez le mesurer et dire est-ce que c'est un échec ou si c'est une réussite. Dans le cadre de Shop Me Away, tout à fait. Alors, j'en venais au cadre de Shop Me Away parce que un des premiers objectifs que nous avions, c'était justement de satisfaire Malik et Awa. Aujourd'hui, on peut considérer que ça a été une réussite. D'accord. Ça a été une réussite parce qu'aujourd'hui, nous avons pu satisfaire à peu près 6 000 Malik à travers 27 000 commandes, d'accord. Et ces gens ont été non seulement en mesure de recevoir ce qu'ils voulaient, mais en plus de cela, ils ont économisé non seulement sur le prix d'achat, également sur les coûts de transport. Donc, dans cette optique-là, c'est une réussite. Maintenant, si on voulait être un tout petit peu plus ambitieux, on pourra dire qu'on n'a pas encore réussi à satisfaire des Maliks en Côte d'Ivoire, par exemple. Ou alors, on pourrait se dire que sur les 80 000 Maliks potentiels au Sénégal, il nous en reste encore 74 000 en fait à satisfaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est relatif.
Voilà, tout est relatif, mais il faut avant tout un objectif. Il faut se fixer un objectif. Un objectif et se mettre dans une dynamique. En tout cas, c'est ce que je comprends de votre propos. Mamour Guiraud, qu'est-ce qu'un succès entrepreneurial pour vous? Qu'est-ce que l'échec entrepreneurial pour vous? Voilà, je sais que vous êtes un homme de chiffres, hein, on l'a dit, mais je suis certain que votre regard va se poser très facilement à 360 degrés. D'ailleurs, vous avez commencé à le dire tout à l'heure. Bon, effectivement, je pense qu'un succès entrepreneurial se définit de façon classique par la performance ou l'habilité de l'entreprise à réaliser les objectifs et à générer beaucoup de chiffres d'affaires, de façon générale. Néanmoins, je considère que le succès entrepreneurial doit être défini par la satisfaction de l'entrepreneur à la concrétisation de ses aspirations et de ses attentes. Moi, je le résume simplement, parce que tant que l'entrepreneur n'est pas satisfait, je considère qu'il n'y a pas de succès. Et vice-versa, je considère aussi qu'en cas d'échec, s'il y a insatisfaction de l'entrepreneur par rapport à la satisfaction de ses besoins, je pense qu'on ne peut pas parler aussi d'échec. On parle d'échec dans ce cas d'espèce. En fait, vous êtes dans une magnifique philosophie où on se dit il n'y a jamais d'échec, il n'y a jamais de réussite, on avance tout simplement. Mais très concrètement quand même, est-ce que vous avez vécu des moments où vous avez considéré au sein de votre collectif, là c'est un échec ou là vraiment c'est une réussite? Ça, on le formalise quand même de temps en temps, on l'exprime de temps en temps quand même. Oui, on l'exprime, mais nous, on apprend de ces échecs-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ouvre un point de vente, on considère qu'on peut mettre beaucoup de commodités. Ça nous est arrivé à Sindia. Je me rappelle quand on ouvrait Sindia, c'était une grande station. On avait beaucoup d'ambition là-bas. On a ouvert une station avec restaurant, fast-food, boulangerie, pâtisserie. Et on s'est rendu compte que la demande n'y était plus. Parce que l'autoroute qui a ouvert de l'autre côté a pris tous les clients. Donc ça, c'est des facteurs externes qui ont joué sur le projet. Mais ça nous apprend juste, on apprend de ces échecs-là et puis ça nous permet d'avancer mieux. Et puis de mieux structurer, de mieux évaluer les besoins de nos clients par rapport aux zones respectives. Madame le professeur, que représentent ces deux notions pour vous, l'échec ou le succès en entrepreneuriat? J'imagine qu'on ne doit pas seulement raisonner en chiffres et en statistiques, vous l'avez déjà un petit peu dit tout à l'heure, et même dans le monde, dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre philosophie au fond? Bon, je pense que la réussite, la réussite comme l'échec, c'est vraiment des processus vers la réalisation de nos désirs, des désirs de l'entrepreneur. Les deux sont considérés comme des opportunités pour moi d'aller de l'avant. Je pense que la réussite, comme également les échecs, c'est vraiment un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Quand on prend le succès de l'entrepreneuriat, il dépend des structures institutionnelles de la société, mais aussi de l'état d'esprit des individus. Et l'économique comme le culturel vont vraiment s'influencer. La culture occupe une place non négligeable. Je pense que si on prend par exemple la culture américaine, qui est une culture beaucoup plus ouverte à l'esprit entrepreneuriat, tout le monde le sait, hein, je pense que là, on n'a pas la même perception de ce que c'est que la réussite et ce que c'est que l'échec. La question, c'est de savoir, qu'est-ce que c'est que la réussite et qu'est-ce que c'est que l'échec? D'un point de vue social, je pense que les deux, c'est un apprentissage. Pour moi, c'est un apprentissage. En général, quand un homme échoue, avant un certain nombre d'années, il est prêt à repartir, à rebondir, etc. Hein? Alors, un peu les échecs font de nous un bon entrepreneur si on sait en tirer parti. Pour cela, il faut pouvoir conserver l'humilité, la lucidité, l'écoute, la confiance en soi, etc. Et comme disait un peu Thomas Edison,
je ne me décourage pas, car chaque tentative infructueuse qu'on laisse derrière soi constitue un autre pas en avant vers la réussite. Donc, voilà une vision très positive pour faire face à l'échec. Et je pense que c'est vrai, l'échec n'est pas agréable, mais il ouvre une fenêtre sur le réel, il nous permet de déployer nos capacités et de nous rapprocher de notre quête intime, de notre désir profond. Voilà ma façon, en tout cas, de voir l'échec et la réussite en la réussite, on est bien sur des questions qui dépassent la statistique, donc on est sur des éléments culturels, vous l'avez dit, donc l'éducation, hein, d'une certaine manière, ce qu'on nous inculque à travers l'instruction et l'éducation, et peut-être aussi des systèmes de croyances, hein, on est bien d'accord. Tout à fait, parce que bon, il y a différents types de facteurs qui vont influencer l'entrepreneur. Bon, on a des facteurs qui sont des facteurs psychologiques, on a des facteurs qui sont des facteurs économiques et les facteurs socio-culturels sont très importants. L'environnement socio-culturel joue un rôle important en matière de transmission ou d'inhibition des valeurs entrepreneuriales. Il peut y avoir plusieurs milieux, ça peut être la famille, ça peut être l'école, ça peut être l'université, ça peut être la société, ça peut être les régions. Chacun de ces milieux exerce d'une manière ou d'une autre des influences sur les individus qui composent la société. Et réellement, je pense que en termes d'influence socio-culturelle, on peut dire que la famille peut véhiculer les valeurs entrepreneuriales, le système éducatif peut contribuer au succès des entreprises à travers les savoir-faire et les compétences de fournir et les facteurs psychologiques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces facteurs psychologiques et socioculturels ne suffisent pas seuls pour assurer la réussite d'un projet d'entreprise. Il y a bien sûr une dimension économique et il y a également les relations. Ce sont des paramètres. Et évidemment, tout ça, c'est des paramètres qui peuvent influencer. Mais je pense que toujours par rapport à l'échec et à la réussite, la notion de réussite et d'échec en entrepreneuriat est culturellement connotée. Je prends juste le cas, par exemple, des francophones. La peur, la honte de l'échec sont ancrées dans l'esprit collectif. L'échec est vu de façon négative. Cela explique en partie les réticences qu'on a à la prise de risque entrepreneuriale. Et on le constate. Et ça, c'est spécifique, par exemple, des pays francophones. Je vois beaucoup de pays francophones, à partir de notre culture commune, les gens ont du mal à prendre un certain nombre de risques par peur, parce qu'il y a la honte de l'échec. À l'inverse, quand on prend, par exemple, les anglophones, l'échec n'est pas pointé du doigt, mais fait partie du jeu. Il est souvent vu comme une étape vers le succès. Et il y a même, par exemple, des écoles qui accompagnent les plus jeunes, le jeune âge, hein, pour préparer à leur future démarche entrepreneuriale. Et je pense que ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Cette notion de réussite ou d'échec en entrepreneuriat est très culturellement connotée. Alors justement, Aurélien Ferry, qu'est-ce que vous en dites? J'aimerais vous entendre rebondir finalement sur les propos du professeur Diallo, notamment à propos de cette dimension culturelle qu'elle évoque et d'un système de croyance qui renvoie évidemment à ce que nous sommes aussi au plus profond de nous-mêmes. Très dur de rebondir derrière la professeure. Je vais tenter. On a parlé de croyance, on a parlé de désir, ça peut même mener vers l'intention. On pourrait voir un continuum. C'est la croyance, c'est ce que je sais du monde. Le désir, c'est ce que je souhaite pour le monde. Et l'intention, c'est ce que je vais faire. Et derrière, si on parle de cette croyance, on peut la décomposer. Le professeur Diallo parlait des croyances collectives. Voilà,
la honte de l'échec pour les francophones, par exemple. Voilà, c'est les croyances collectives, c'est bien des éléments qui sont partagés par tous, qui sont pas vraiment remis en cause, hein. On fait partie d'un collectif. La deuxième forme, c'est des croyances, on va dire, plus personnelles, hein. C'est l'état d'esprit, elle découle de mes expériences de vie, des difficultés que j'ai pu avoir dans mon parcours. Et puis après, il y a les croyances qu'on va qualifier d'autorité, hein. Je fais partie de groupes d'appartenance, mon système éducatif, ma famille, d'autres, hein. La famille est bien mon premier cercle d'appartenance. Et derrière, on peut poser trois questions, hein. La première question, c'est est-ce que mon territoire est propice à mon projet? Donc là, on est dans les notions de besoin, d'attente. On revient à des notions peut-être économiques. La deuxième question, c'est est-ce que mon expérience professionnelle, personnelle, m'encourage dans le projet, hein? Donc là, on est bien sur l'état d'esprit, sur soi-même. Et la troisième question, c'est est-ce que mes groupes d'appartenance me boostent ou me freinent, hein? Première question, est-ce que ma famille, est-ce que mes proches voient d'un bon œil le fait que je me lance dans l'entrepreneuriat? Voilà une question qu'on peut se poser. Pour être précis, d'ailleurs, l'entrepreneuriat ne concerne pas que la création d'entreprise, hein, ça a été déjà dit, je préfère réinsister sur ce point. Il existe d'ailleurs beaucoup plus d'entreprises, entre guillemets, ça me suffit, hein, que d'entreprises qui soient réellement entreprenantes. Alors, à l'aune de ce constat, comment interpréter une notion de succès ou d'échec entrepreneurial? Bien sûr, sans entrer dans une dimension trop opérationnelle à ce stade, Aurélien Ferry. Je vais peut-être reprendre des propos de Racine Sarr, je me permets, mais ben, on a parlé d'objectifs, on a parlé d'indicateurs clés de performance. Voilà, c'est cette notion qui va faire qu'on va pouvoir évaluer si on a atteint l'objectif ou non. Donc tout dépend de l'objectif de base qu'on va se poser. Si je reprends, hein, ce que vous disiez, Guy, c'est on peut entreprendre à toutes les phases de vie d'une entreprise. Une entreprise, l'entrepreneuriat n'est pas seulement, tiens, j'ai créé une entreprise. Ça, c'est une dimension juridique. J'ai posé un acte qui a fait que mon entreprise était créée. L'entrepreneuriat, ça se passe bien avant et bien après, hein. Toutes les phases de vie d'une entreprise peut être qualifié d'entrepreneuriat. La création, une reprise, un développement d'activité, je vais lancer un nouveau produit, un nouveau service, étendre une zone de chalandise. Tout ceci, c'est des moments où on entreprend. Et donc, il y a deux mondes qui vont se côtoyer. Il y a le monde fait alors je vais peut-être le qualifier de chiffres, d'indicateurs clés de performance, de procédures pour évaluer le succès. Donc là, on est peut-être dans une vision un peu gestionnaire, hein, de l'entreprise. Et il y a un autre monde qui va se côtoyer en même temps, hein. C'est le monde fait d'évolution, de rebond. On a parlé de rebond tout à l'heure, d'audace, d'expérience. Et là, on est dans une vision peut-être plus entrepreneuriale, hein. Et donc, dans cette deuxième catégorie, les chiffres sont au service du développement et non l'inverse. Alors, si vous en êtes d'accord, je voudrais compléter ces approches vraiment très intéressantes là, que vous livrez les uns et les autres. On est vraiment dans le sujet. Est-ce que la relation à notre ego, finalement, n'est pas le point central de notre sujet du jour? L'ego, est-ce qu'il est réellement capable de regarder et d'analyser le long terme? Est-ce qu'il est capable d'analyser avec justesse le temps court? Alors, pour gérer une situation, répondre à ces questions, ça me semble essentiel. Madame le professeur, quelle est votre inspiration sur cet aspect? Mais bon, par rapport à l'ego, en entrepreneuriat, je pense que l'ego peut être utile puisqu'il nous amène à être un peu fou, hein, à travailler 15 heures par jour sans compter. On se dit qu'il faut être audacieux et on fonce. Mais les choix réalisés par ego, entendons bien par motivation purement personnelle, sans vision globale, sont des choix mauvais pour l'entrepreneur. Ils ne fédèrent pas. De tels choix ne fédèrent pas. Ils restreignent leur impact au plan global. Et ils peuvent même refroidir les parties prenantes. En restant donc centrés sur nous-mêmes et sur nos motivations personnelles, l'ego nous empêche d'écouter correctement. Or, l'entrepreneur a tout intérêt à écouter les autres et à se mettre en position d'apprenant. Cette humilité permet de voir d'une nouvelle façon une problématique et de mieux cerner les besoins des clients. En plus, elle est garante de succès.
Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui cherchent d'abord à servir leurs clients plutôt qu'à satisfaire leur propre ego ou à faire de l'argent à tout prix. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui sont réceptifs à l'idée de voir leur stratégie différemment et même de la modifier lorsqu'ils discutent avec les autres. Donc, ce qu'on peut dire, je pense que, en conclusion, l'entrepreneuriat, c'est l'équilibre entre l'ego et l'humilité qui vous mène au succès. Alors, vous me donnez la possibilité de revenir vers Racine Sarr. Vous avez parlé de cette observation, écouter les parties prenantes, son environnement. Racine Sarr, quelle est votre vision alors sur cette relation complexe que nous avons toutes et tous avec notre ego, il faut le reconnaître, et qui va nous faire agir de différentes manières, bien sûr, en fonction de qui nous sommes. Oui, alors, bien sûr, en fait, pour moi, l'ego est tout un ensemble de choses complexes. Et ça ne saurait être chacune de ces choses qui peut contribuer à l'entrepreneuriat. Je vais en prendre une particulièrement, c'est en fait notre vision, notre perception du risque. Donc, qui est dans notre ego, qui est dans la conscience que nous avons de nous-mêmes et du monde, et qui est très déterminante. Prenez par exemple un entrepreneur qui veut aller à la conquête de l'espace. Donc, vous prenez un astronaute qui prend place dans une fusée. C'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il y a des tonnes de liquide explosif, en réalité. Malgré tout, il est prêt à prendre ce risque pour réussir son entreprise, justement. Donc, avant d'être quelqu'un d'exceptionnellement brillant ou compétent, talentueux dans son domaine, cet astronaute est avant tout un être humain qui a une tolérance au risque qui est extrêmement forte et qui n'est pas donnée à tout le monde. Après, bien sûr, on n'est pas obligé de mettre sa vie en danger pour entreprendre. Pas tous les matins, en tout cas. Pas tous les matins, exactement. Donc, mais cela dit, nous avons tous, et ça, c'est ancré dans nos égos, des tolérances au risque ou une aversion au risque qui est différente. Aujourd'hui, lorsque vous entreprenez quelque chose, rien ne vous dit que vous allez réussir. D'ailleurs, j'en profite pour préciser vraiment quelque chose. Nous sommes 7 milliards de personnes dans le monde et chacune de ces personnes est un entrepreneur et dès sa naissance. Le seul fait d'entreprendre notre première inspiration-expiration est une entreprise. Nous venons d'un monde qui est liquide, dans le ventre de maman, et nous sommes propulsés vers quelque chose que nous ne connaissons pas. Notre conscience a commencé à se construire 9 mois avant, et d'un coup, on a cette première entreprise, ce premier défi, et on ne nous a pas demandé notre avis. Donc, effectivement, nous sommes obligés d'entreprendre tout le temps. Maintenant, l'entreprise économique en soi, à mon avis, franchement, et de manière très humble, elle dépend uniquement, essentiellement de notre tolérance au risque. Est-ce qu'on va réussir? Monsieur Mamour-Guiraud, moi je ne pensais pas qu'on parlerait de bébé. Donc, quelles sont vos réactions à tous ces témoignages? Votre ego, est-ce qu'il se retrouve parfois titillé par une situation entrepreneuriale? Et du coup, est-ce que vous le jugez pertinent? Un exemple peut-être, ça va rester entre nous. Bon, je pense que par rapport à l'ego, le professeur Diallo a tout dit. Je pense qu'elle ne devait pas intervenir avant les autres parce qu'elle a tout résumé. Je pense que l'ego... Bon, question suivante. Je pense que l'ego, pour une entreprise, elle peut être dangereuse. D'autre part, elle peut être facteur de succès. Parce que des pays comme le Sénégal, il y a tout à faire, tout est à faire. Donc, l'économie, quasiment, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs qui n'ont pas encore été développés. Alors, je vous rassure, c'est un peu vrai partout.
Oui, mais au Sénégal, On a des stades différents. Au Sénégal, c'est à plus grande échelle. Donc, quasiment, il y a beaucoup de choses à faire. On est quasiment au début de notre activité économique. Et je pense que l'ego peut parfois pousser les jeunes entrepreneurs à oser faire certaines choses, à oser engager de nouveaux projets, à oser entreprendre sur beaucoup de choses. Et pour moi, il y a un élément, il y a un déterminant. Il y a un déterminant et pour moi, la base de toute chose, peut-être on en reviendra plus tard, c'est la confiance, parce que c'est la confiance qu'on doit avoir en ces équipes. Il faut que les gens se sentent bien avec les autres. Comme chez nous, on considère que tous les membres de l'équipe doivent se sentir en sécurité, qu'ils peuvent prendre des risques, suggérer de nouvelles idées. Donc, pour nous, il faut que les gens, il faut une cohésion de l'équipe, il faut des objectifs par rapport au projet. Pour chaque projet, il faut qu'on puisse fixer des objectifs clairs. Il faut que chaque membre de l'équipe soit engagé vers un but commun. C'est important pour nous. Et tout cela pourra impacter tous ces projets parce que en tant qu'entrepreneur, il faut que les jeunes ils soient bien organisés, qu'ils soient bien canalisés, qu'ils puissent ne pas avoir peur des échecs. Il faut qu'ils osent. C'est pas forcément le niveau d'études qui suffit cela. Parfois, il faut juste croire en ce qu'on veut faire, en ce qu'on veut réaliser et dire que on pourra être satisfait de ça. Hein. Alors justement, il y a une question qui me vient en vous écoutant et je vais la poser à Aurélien Ferry. Est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on doit d'ailleurs, apprendre et s'entraîner à échouer? Même question pour la réussite. Et si oui, comment? Alors, entraîner à échouer, à réussir, je vais peut-être reprendre les propos du professeur Diallo, hein, mais elle a parlé elle a parlé de position d'apprenant. Ouais. Dans les missions que j'ai au CNAM, on est parti d'un constat, c'est qu'on ne peut pas apprendre à entreprendre. Par contre, on peut entreprendre et en entreprenant, on va apprendre. Hein, on va le prendre dans le sens inverse. Ça veut dire que c'est bien en faisant, c'est en forgeant qu'on va devenir forgeron. Enfin, je peux partir sur cette métaphore. Hein, donc, ça renvoie à une question, c'est la question de quel est le meilleur moment de vie pour entreprendre. Et en se posant cette question, donc là, avec mon équipe de recherche, on s'est posé cette question et on s'est aperçu que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat lors d'un changement de vie. Alors, quand je parle de changement de vie, on a essayé de décomposer hein, cette question et on s'est aperçu que c'est des déplacements, on a appelé ça des déplacements. Il y a des déplacements qui peuvent être négatifs. Hein, quand quelqu'un apprend qu'il a une maladie, qu'il a un licenciement, qu'il a un divorce, qu'il a un décès, enfin voilà, ces éléments-là poussent à se re-questionner sur soi-même. Le deuxième type de déplacement, c'est ce qu'on a qualifié des déplacements neutres ou intermédiaires. Hein. Je sors d'études, j'ai un déménagement involontaire dans ma vie, j'ai un passage à la retraite. Hein, il y a pas mal de personnes qui passent à la retraite. Voilà, c'est le bon moment pour entreprendre. Et puis, il y a des déplacements qu'on va qualifier de positifs. La naissance d'un enfant, une rencontre, un mariage. Voilà, tous ces éléments font qu'on se re-questionne sur sa vie, on se re-questionne sur sa place hein, dans le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire, bon, bah, est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre ? Alors, ça renvoie aussi à la question qu'évoquait Racine Sarr. Hein. J'ai beaucoup aimé là, le fait qu'on ait 7 milliards d'entrepreneurs et qu'à un moment donné, on a tous entrepris dans notre vie. Alors, l'une des clés hein, pour gérer les situations et aider à prendre les bonnes décisions, je mets des guillemets à bonnes décisions, c'est peut-être la confiance. Et, Monsieur Guiraud m'a invité à aller peut-être sur ce sujet. Du coup, j'ai envie de vous entendre sur ce point. La confiance, Racine Sarr, l'un de vos moteurs, c'est celui qui vous aide à gérer les succès comme les éventuelles difficultés? Oui, très certainement, Guy. Enfin, la confiance en toute chose, à tout moment, c'est essentiel quand même, je pense, tous les jours. C'est-à-dire que entreprendre est difficile, entreprendre reste difficile. Et entreprendre, c'est aussi prendre des décisions. Alors,
exactement. Et qu'est-ce qui nous empêche de prendre des décisions souvent? C'est le doute. Alors, bien entendu, il faut juste essayer de construire la confiance. Effectivement, pas juste une confiance en soi, mais vraiment une confiance d'une équipe, d'une équipe. Moi, ce que j'ai l'habitude de penser, c'est que c'est vrai que on le dit souvent, tout seul, on peut aller vite, et encore, c'est pas prouvé. Et ensemble, plus loin. Exactement, exactement. Merci. Et Proverbe vous voyez, comment? Proverbe africain, peut-être. La n'a pas été prouvée encore. La paternité n'a pas été prouvée. Ça reste à démontrer. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous avez un seul ingénieur parmi une équipe de 50 personnes, ce sera toujours moins efficace que si vous avez 50 techniciens. Je ne sais pas si vous suivez mon propos. Et donc, il faut aussi construire une confiance d'équipe. Et après la confiance d'équipe, il faut maintenant construire une confiance des clients, des gens pour lesquels vous êtes là. Et ces clients-là, au final, c'est la dernière étape, c'est l'étape clé pour propulser tout cela et favoriser vraiment l'éclosion d'une entreprise. Mamour Guiraud, du coup, je vous renvoie la balle. Vous avez commencé à parler de confiance. La confiance, votre clé du succès? La confiance, oui. Oui, la confiance, oui. La confiance a une vision. Je pense que pour notre cas, pour EDK Hall, c'est M. Dambaka avec sa vision, qui a foi en sa vision et puis qui le développe tous les jours et puis qui pousse les équipes et qui a confiance en ses équipes et qui les pousse tous les jours à aller de l'avant. Et derrière aussi par rapport à la clientèle, parce que il faut une confiance parce que c'est des produits, c'est des services. Les clients, ils doivent avoir confiance, avoir foi en ce qu'ils font, en ce qu'ils achètent. Donc, au service, avoir un retour à temps. Donc, je pense que c'est un tout. Je pense que Racine Sarr l'a bien expliqué. Il y a un tout. Et je pense que la confiance est la base de tout. Alors, Docteur Ferry, comment garder ou générer de la confiance? Le temps entrepreneurial, si j'ai bien compris, il est intrinsèquement incertain et donc générateur de ce que je vais appeler un peu de peur parfois. Est-ce que c'est pas un peu la quadrature du cercle, tout ça? Parlons de la peur ou de la peur de l'échec. En fait, il y a différentes catégories d'entrepreneurs. On va pouvoir se poser, enfin, on va pouvoir s'intéresser à la personnalité des entrepreneurs. Certains vont avoir une intolérance à l'incertitude ou au risque un peu plus forte ou un peu plus faible, une intelligence émotionnelle, un niveau d'optimisme, une ouverture à l'expérience. Voilà, tous ces éléments, ou une réactivité au stress même, tous ces éléments vont permettre de qualifier la peur et de savoir s'ils sont en capacité de rebondir derrière. On peut aussi regarder la motivation des gens. On peut partir sur sa satisfaction de vie, son estime de soi, son sentiment d'efficacité personnelle. Tous ces éléments renvoient à la question du risque. Enfin, on parle depuis tout à l'heure du risque. En fait, on peut mettre en place des stratégies pour minimiser les risques via des outils, via des interlocuteurs qu'on va avoir autour de soi, au travers d'experts qui vont pouvoir nous conseiller, nous aiguiller. Tout ça renvoie à la question de chance. Est-ce qu'on a de la chance sur son parcours? Et on va partir d'un point de vue très simple, c'est que la chance, c'est pas une partie de dés, c'est bien une compétence qu'on peut travailler à tout moment de sa vie d'entrepreneur. Madame le professeur, la confiance ne se décrète jamais, elle se construit, je crois. Sur quel levier on peut agir? Et je vais pousser ma question sur comment provoquer cette chance dont parle Monsieur Ferry. Bon, pour moi, la confiance, c'est vraiment une condition sine qua non pour développer des relations d'affaires dans la durée. Et la confiance, et faire confiance aux autres est conditionné en premier par la nécessité d'avoir confiance en soi. Et la confiance est à la base de tout. Dans le cadre des relations suivies, la confiance se construit dans la durée. Il est donc indispensable que vos interlocuteurs vous perçoivent comme une personne fiable, digne de confiance.
Et la clé pour moi, c'est de développer, grâce à des comportements éthiques, une réputation d'intégrité dans votre milieu professionnel et privé. Car celle-ci vous précède avant une transaction ou une négociation. Et quand on a la réputation d'être une personne intègre, croyez-moi que ça facilite énormément de choses. Je pense qu'un des leviers aussi, il faut tenir ses promesses. Il faut respecter les engagements pris. Il faut être franc et ne jamais, excusez le terme, mentir délibérément. Ne pas recourir à la tromperie ou à la mauvaise foi pour obtenir un avantage. Il faut éviter les demandes ou les offres extrêmes, prendre les devants et alerter l'autre s'il y a un problème imprévu. Il faut consulter toujours avant de décider. Il faut éviter les conduites qui sont imprévisibles et qui sont déconcertantes et parler le langage de l'autre. Et autant de clés pour gagner la confiance d'autrui. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs leviers. Sa crédibilité d'abord, il faut se construire une crédibilité et je pense que également il faut savoir faire confiance à l'autre. L'essentiel, c'est qu'il y ait des comportements. Pour moi, l'éthique est quelque chose d'extrêmement important par rapport à tout ça. Et ce sont ces éléments finalement qui vont générer cette chance dont parlait le docteur Ferry à l'instant. Tout à fait. Tout à fait. Je vais me permettre de compléter vos propos à tous les quatre, surtout pour recueillir aussi votre avis un peu complémentaire à vos très pertinentes analyses. Il faut bien le reconnaître. La confiance, au fond, est aussi générée, peut-être surtout générée par le caractère entreprenant à la fois des dirigeants, de leurs organisations dans leur entièreté. Je tombe, je gagne, je me relève, je rebondis, j'avance, j'entreprends. Demeurer entreprenant. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça pourrait être une réponse à la question du jour, ou est-ce que ma vision vous semble trop simpliste? Docteur Aurélien Ferry. Demeurer entreprenant, alors moi il y a un mot qui résonne beaucoup en moi, c'est le mot rebond, c'est la capacité de rebond. On l'a entendu à plusieurs reprises pendant les débats. Est-ce que les facteurs de succès ou d'échec peuvent être corrélés aux émotions qu'on peut avoir, est-ce qu'on est en capacité d'avoir une régulation des émotions, une clarté de nos émotions, nos impulsions, l'intelligence émotionnelle, et tout ceci est en corrélation avec, je vais reprendre les propos de la professeure Diallo, mais on est dans une relation d'intégrité. Alors, on peut parler aussi de vie authentique. Est-ce que je suis authentique par rapport aux interlocuteurs qui me font face, à mes clients, à mes partenaires? Est-ce que j'accepte également l'influence extérieure? Et tout ceci, pour demeurer entreprenant, il faut à chaque fois se parfaire, s'améliorer. On peut avoir des outils. Les outils, c'est être en capacité de capitaliser les expériences. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes capitalisent leur expérience dans un unique CV. Peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de plus large, un portefeuille de compétences, enfin, pouvoir capitaliser les échecs, les succès et pouvoir les réutiliser demain. Ne pas retomber dans les mêmes travers, réutiliser les choses qui ont fonctionné. Voilà, donc c'est tous les facteurs de succès et difficultés rencontrés qu'on va capitaliser dans un portefeuille de compétences. Mamour Guiraud, demeurer entreprenant, c'était ma question. Est-ce que c'est pour vous une réponse finalement au questionnement qu'on a ensemble depuis une heure? Oui. Demeurer entreprenant, je pense qu'il faut considérer que les échecs, une succession d'échecs peut pousser la personne à devenir entrepreneur. Parce que sans entreprise, il n'y a pas d'échec. Et sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. Et sans apprentissage, on ne peut pas parler de réussite. Donc, Madame Diallo, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Il faut systématiquement échouer pour apprendre? On ne peut pas juste gagner et apprendre? Je pense qu'il faut quand même des échecs pour apprendre.
Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un apprentissage et je pense que c'est utile. Enfin, je suis totalement d'accord. Il faut des échecs. Il faut des échecs pour apprendre. Et Aurélie l'a dit tout à l'heure, on peut vraiment capitaliser sur tout ça et aller de l'avant. Et il faut demeurer entrepreneur. Ça, je pense que c'est très, très important. Racine Sarr, je ne suis pas inquiet pour vous. Vous demeurez entreprenant en permanence. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je demeurerai entreprenant, effectivement. Mais vous savez, pour moi, demeurer entreprenant, c'est tout simplement rester vivant. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis au fait, si Dieu le veut, parce que tant qu'on est vivant, on est entreprenant. Là, par exemple, vous prenez le Covid, cet événement que personne n'a souhaité, en tout cas, je l'espère, et qui nous est tombé dessus. Aujourd'hui, la plupart de nos modes de vie, de pensée, de faire, d'action, de travailler ont été remis en cause. Mais c'est là où le mot demeurer entreprenant prend vraiment tout son sens. Vous voyez que les gens sont en train d'inventer de nouvelles façons de vivre. Là, on parle vraiment de rester vivant, n'est-ce pas? Et rien que le fait d'avoir cette téléconférence est une belle consécration, symbole du fait de rester entrepreneur. Parce qu'il était hors de question, effectivement, de s'arrêter de vivre, tout simplement. Je pense. Merci. C'est vrai que je vous demande un peu à toutes et à tous de vous livrer un peu personnellement même, mais je crois que c'est important pour faire comprendre à notre public ce qui se cache au fond de nous-mêmes, quelque part, et qui sont ces ressorts qui nous permettent de générer, bien sûr, des réussites et d'apprendre de nos échecs. Je vois l'horloge qui tourne. Merci, mesdames, messieurs, de vos questions aussi. Je m'en inspire de temps en temps dans les formulations que vous ne retrouvez peut-être pas complètement dans mes questions, mais je suis le chat de très près. Je voudrais encore qu'on s'interroge, si vous voulez bien, un instant sur l'un des points qui me paraît central dans notre discussion. On le sait bien, le dirigeant ou la dirigeante doit écouter, ça a été dit, doit savoir se décaler aussi, ne doit pas rester seul face à ses doutes et ses enthousiasmes aussi. Alors, pour prendre en compte l'ensemble de ces dimensions, la clé, quelle serait-elle? Est-ce que c'est l'accompagnement? Et si oui, de quel accompagnement parle-t-on? Une fois n'est pas coutume, c'est avec vous, docteur Ferry, que je relance un nouveau tour de table. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous accompagnez des entrepreneurs au quotidien et votre thèse de doctorat était justement articulée autour de cette notion d'accompagnement dont vous nous dites en gros, je simplifie bien sûr, mais vous me reprendrez, qui doit avant tout être facilitant. On peut décrypter un peu? Oui, bien sûr. Le métier d'accompagnement est en train de muter aujourd'hui. On a des coachs, on a des experts, mais on s'aperçoit, alors on a été à la rencontre d'entrepreneurs, des accompagnants, et on les a questionnés, on les a interviewés. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que de plus en plus, les accompagnateurs vont graviter dans des nouveaux lieux. Historiquement, on pouvait les retrouver un peu partout, également dans les pépinières, dans des couveuses. De plus en plus, on va dans des notions de tiers-lieux, donc le troisième lieu, qui est hors maison, qui est le premier lieu, hors entreprise, qui est le deuxième lieu. On va aller dans un lieu tierce, dans lesquels on va pouvoir retrouver tantôt des machines-outils, tantôt des coachs, des experts, un panel d'entrepreneurs. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on peut aussi accompagner partout et tout le temps. On a tous des outils qui s'appellent smartphone, qui s'appellent ordinateur portable, etc. Donc, ces éléments vont faire que on peut travailler de partout. Je peux travailler d'une gare, d'un aéroport, d'un café. Je peux travailler partout et tout le temps. La deuxième notion, c'est la notion, beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit, ils veulent se faire accompagner par des pairs. Je veux me faire accompagner par mon voisin qui est également entrepreneur. Là, la dimension d'accompagnateur change de sens. On n'est plus dans un accompagnement stricto, mais on est vraiment dans une forme de facilitation de l'échange entre les différents interlocuteurs. On s'aperçoit également, on l'a vu pendant tous les débats, qu'on
on va accompagner bien plus que des projets économiques, on va accompagner des projets de vie. Hein, l'entrepreneuriat, c'est un projet de vie et on va accompagner ce projet de vie au travers d'un territoire. Et puis le quatrième élément, c'est tous les nouveaux outils qu'on voit apparaître autour de nous. Hein, le web, les big data, les réseaux sociaux, tous ces éléments qui font qu'on n'a plus du tout la même portée, on a une nouvelle portée à notre disposition. Donc les accompagnateurs doivent naviguer avec ces nouveaux lieux, animer des échanges entre les pairs, accompagner le cœur et la tête, hein, la raison et l'émotion, surfer sur les nouveaux outils. Et c'est ça qu'on peut appeler non plus de l'accompagnement, mais de la facilitation. Facilitation. Merci beaucoup, c'est très précis et très, très intéressant. Mamou Guiraud, même dans un groupe aussi structuré que le vôtre et qui fête ses bientôt 11 ans, donc qui est bien établi, se faire aider, accompagner, est-ce que c'est une pratique qui vous apporte des choses concrètes pour gérer vos doutes, vos incertitudes, avant de parler d'échecs ou d'envisager les réussites? Je pense que le choix de faire appel à un œil extérieur, c'est important. Ouais. Parce que souvent, quand on est dans l'opérationnel, on n'a pas le temps de bien regarder, de bien structurer. Donc, il faut forcément l'œil extérieur, il faut forcément un outil, il faut forcément un conseil. Parfois, quand on a des projets assez spéciaux, il faut une expertise spécialisée pour pouvoir satisfaire correctement la clientèle. Donc, ça va avec l'entrepreneuriat. On ne peut pas évoluer tout seul. On ne peut pas vivre en autarcie. Il faut forcément s'ouvrir aux autres. Donc, je pense que... Pardon, allez-y. non, c'est... Je voulais simplement dire quelque chose par rapport à votre propos là, l'œil extérieur. Je pense il doit peut-être aussi être bienveillant. Être certes expert, conseiller, mais bienveillant, et ce n'est jamais lui qui impose, on est d'accord? Non. En fait, l'extérieur, ça permet juste d'apporter une expertise spécialisée. Quand on veut, par exemple, être certifié ISO, forcément, il faut forcément une expertise extérieure pour l'accompagnement. Il faut que ce soit objectif. Il faut aussi que ça soit confidentiel. Donc, c'est des éléments de base. Il faut que l'expert il soit crédible. Donc, pour moi, c'est des éléments fondamentaux qu'il faut prendre en compte. Racine Sarr, vous êtes forcément accompagné et conseillé. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences? Est-ce que l'accompagnement, finalement, est la clé pour gérer les trajectoires entrepreneuriales, finalement, quels qu'en soient leurs artefacts, je dirais? Oui, Guy, non, bien sûr. En fait, personne n'a la science infuse et en toute humilité, il faut accepter qu'on a besoin des autres. Mais avant tout, il faut réaliser aussi que l'aide, elle nous est assez proche. Elle vient d'abord, ce conseil, des équipes qui sont sur le terrain, en fait, à tous les niveaux. Étant donné que chacun dans son domaine est un expert, il faut vraiment créer ce canal d'écoute pour que tous les membres de l'équipe puissent remonter leurs préconisations. Alors nous, chez nous, typiquement, on a un colis, on a un article qui va être commandé au Sénégal, chez un marchand aux États-Unis. Ce colis va être livré chez notre transitaire aux États-Unis, puis regroupé avant d'être rapatrié au Sénégal et enfin distribué au domicile du client. Donc, dans cette chaîne-là, il faut savoir écouter tous les acteurs, du livreur qui va remettre le paquet, parce que c'est lui qui va vous dire attention, ce client il est extrêmement satisfait, attention, ce client il en veut plus, attention, voici quelle a été sa réaction lorsqu'il a reçu son paquet, il est extrêmement important ce monsieur, et il faut surtout pas le négliger. Donc moi en fait mes premiers conseils c'est mon équipe, Oumar, Maximilien, Sidi, Fatim, Oumi et tout le monde. Attention, il ne faut pas oublier, vous allez commencer à les citer, si vous en oubliez un, ça ne va pas bien se passer. Effectivement, j'ai pris beaucoup de risques là, mais vous savez, c'est mon tempérament. Oui. Et enfin, on reçoit aussi beaucoup de feedback de nos clients. Et c'est des conseils qui sont très, très, très importants.
avoir aussi ce canal qui est ouvert. Parce que vous savez, j'ai eu, alors, c'est sans citer personne, hein, bien sûr, sans citer personne, Guy. Vous devenez prudent, c'est bien. Je deviens prudent, tout à fait. J'ai un client qui, la dernière fois, m'a trouvé derrière le comptoir parce que j'aime bien faire cela. En fait, c'est nécessaire. Des fois même, c'est moi qui vais faire certaines livraisons de temps en temps pour être à l'écoute du client. Et des fois, je suis à l'accueil chez lui. Et ce client, il vient, il me trouve, il me dit, mais tu sais, Racine, au fait, nous, on aime bien Valais. Parce que dans le fond, on a plus à gagner. On a plus à gagner à vous dire exactement ce qu'on veut et que vous améliorez le service que vous nous donnez. Exactement, qu'à essayer de trouver quelque chose de similaire. Parce que voilà, on n'est pas si mal avec vous. Et certaines choses qu'on veut qui s'améliorent, on préfère vous le dire. Donc des fois, on est un peu maladroit, ça peut sembler être des critiques trop sèches, etc. Mais en réalité, on le dit pour notre propre bien, parce qu'on a intérêt nous-mêmes à ce que vous vous améliorez. C'est une très belle marque. Ça m'a fait beaucoup penser. Tout à fait, mais tout à fait. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant que chef d'entreprise aussi, c'est important d'avoir ce feedback permanent du client pour que chacun y trouve son compte, aussi bien nous que lui. Alors, Madame le professeur, tous ces témoignages sont éloquents et démontrent finalement que votre approche est évidemment des plus pertinentes, car dans votre programme du PSEJ, vous apprenez justement à vos lauréats à ne jamais faire seul, à profiter de tous les accompagnements qui, pour le coup, et cela va plaire à Monsieur Ferry, sont assurément facilitants. Vous nous dites un peu, si vous voulez bien, comment ça se passe? Je pense que les activités d'accompagnement au PSEJ représentent au moins 50 à 75% de nos activités. Parce que nous pensons qu'il faut cheminer aux côtés d'un aspirant entrepreneur. C'est des aspirants entrepreneurs. Ils ont les idées et il faut absolument les aider à concrétiser leurs idées. Ne pas les changer. On ne doit pas réellement nous approprier, nous, le projet et essayer de le dérouler. Nous devons être à côté. Et nous les accompagnons depuis l'idée de projet jusqu'à la réalisation du projet. Et je pense que cet accompagnement est un facteur de succès. Parce que quand on compare, nous, nos propres lauréats, ceux qui sont accompagnés par rapport à ceux qui ne le sont pas, on voit que le taux de réussite est beaucoup plus important pour les sujets qui sont accompagnés que pour ceux qui ne le sont pas. Nous faisons du mieux que nous pouvons, nous essayons de mettre en place des infrastructures pour que ces jeunes ne soient jamais seuls, nous avons des espaces de coworking où les jeunes peuvent se retrouver, discuter justement, comme le disait tout à l'heure Aurélien, discuter entre eux, pour de leurs problèmes et essayer de trouver des solutions. Nous avons également des espaces ou des laboratoires qui sont des laboratoires de prototypage, d'expérimentation, etc., pour pouvoir les aider à accomplir un peu, à avoir en réalité concrètement leur idée. Et nous continuons cet accompagnement en essayant de passer de l'étape d'idée à réellement la création de l'entreprise. Et là, on est un peu interface entre eux et beaucoup d'autres parties prenantes. Et enfin, toujours dans l'accompagnement, nous tentons de les accompagner financièrement parce que en tout cas, ça a été identifié comme un obstacle chez nous. L'accompagnement financier des jeunes entrepreneurs a été identifié réellement comme quelque chose de même vital. On est dans un contexte qui est un contexte de pauvreté où les gens n'ont pas tout à fait
les ressources et les accompagner techniquement, c'est très bien. Les accompagner à développer leur projet, c'est excellent. Je pense que nous devons le faire, mais les accompagner à accéder à des marchés, les accompagner à accéder à des financements, je pense que ça également, c'est une plus-value hein, au niveau du PSEJ. Et je pense que les lauréats l'ont très, très, très bien compris et qu'ils ne ratent aucune occasion de ces accompagnements. C'est ce qu'on peut appeler un accompagnement facilitant. Alors, cher public connecté, j'espère vraiment que vous appréciez ce dialogue rempli de très belles expertises. On va quasiment atteindre la fin de notre débat. Déjà, je continue de surveiller le chat. Il y a une question là que je voudrais encore soumettre. Je vais peut-être la soumettre à nos deux entrepreneurs en priorité, Racine Sarr et Mamour Guiraud. Qu'est-ce que l'entrepreneur est prêt à perdre pour sauver son entreprise? Je ne sais pas qui veut répondre. Vous pouvez répondre tous les deux, pas en même temps. Racine Sarr, par exemple. Oui, Mamour, si tu permets, je peux essayer. Oh, vas-y. Il se prend le temps pour réfléchir. Ben, non pas que je pense avoir la réponse à cela, hein, mais, mais c'est une expérience personnelle. Alors, je n'ai jamais travaillé autant que depuis que j'ai monté ma propre entreprise. Donc, ça fait de cela 6 ans. Je pense qu'au niveau de mes vacances, en fait, le terme vacances, c'est un mot que j'ai complètement presque banni aujourd'hui de mon vocabulaire. Vous avez allégé votre dictionnaire. Tout à fait, tout à fait. Bon, et c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que nous faisons volontiers parce que tout simplement, je n'ai aussi jamais été aussi heureux de faire ce que je fais. Donc, finalement, voilà, je peux m'arrêter là. Bon, j'aimerais juste compléter en disant que finalement, pour nous, l'entrepreneuriat, c'est un peu plus qu'une entreprise économique. C'est un prolongement de nous-mêmes. Et du coup, voilà, c'est un épanouissement personnel qui fait que, bon, on fait volontiers, nous faisons volontiers ces sacrifices. Nous les faisons volontiers. Merci. Alors, Mamour Guiraud, vous êtes dans une situation un peu différente. Ce n'est pas votre entreprise, mais qu'est-ce que vous seriez capable, vous accepteriez de lâcher pour sauver cette entreprise? Bon, je pense que pour une entreprise, il faut qu'on reformule un peu la question parce que pour satisfaire ses besoins, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour satisfaire ses besoins? Ça veut dire que dès l'instant que pour satisfaire un besoin, il faut du temps, il faut beaucoup d'argent, il faut de la patience, il faut beaucoup de choses. C'est énormément de sacrifices et tout entrepreneur doit pouvoir tout perdre pour satisfaire ses besoins. Pour moi, c'est assez simple. C'est clair. C'est clair. C'est précis. Merci pour ces réponses. Alors, un dernier tour de table, si cela vous convient, madame, messieurs. Je veux surtout prolonger un instant encore le plaisir de vous avoir à nos côtés, chers panélistes. Ma question, ou plutôt mon accroche, sera finalement assez simple. Le meilleur apprentissage pour bien gérer ses succès et ses échecs, finalement, c'est quoi? C'est ne jamais oublier, réfléchir et agir avec humilité. On pourrait le résumer comme ça. Madame le professeur, qu'est-ce que vous en dites? Vous n'êtes plus là, madame. Si, je suis là. Parfaitement d'accord avec vous, Guy. On peut le résumer ainsi. Et je pense que également, il faut rester entreprenant. Ça, je pense que c'est très, très important. Merci. Et vous, monsieur Guiraud, du coup? Le meilleur moi, je considère que les échecs semblent être le fondement du succès d'un projet futur.
On peut le résumer comme ça. Très bien, vous êtes vraiment top. Vous êtes tip top. Racine Sarr, du coup. Continuer d'apprendre tout en essayer quelque chose, le mesurer, l'améliorer constamment. Le succès, tout comme l'échec, n'est jamais absolu, n'est jamais permanent. Et continuons d'apprendre tout le temps. Merci à vous. Docteur Aurélien Ferry, je vous laisse terminer ce dernier tour de table. Si j'active mon micro, ce sera mieux. Donc, l'entrepreneur, si j'ose dire, je vais oser une métaphore, hein. L'entrepreneur peut être vu comme un sujet, un verbe et un complément. Le sujet, c'est lui, son évolution personnelle, sa réussite, sa vie. Le verbe, c'est son action, c'est ce qu'il propose au monde, au territoire, c'est les biens et les services. Et le complément, c'est la manière dont il va entreprendre, hein. Sa responsabilité, son point de vue sociétal, son éthique, on a parlé tout à l'heure. Alors pour moi, réussir, c'est se faire aider en jouant sur ces trois tableaux. Vous étiez vraiment tip-top dans vos conclusions, très bref, c'est parfait. Peut-être on commence à avoir faim les uns les autres. C'est ce coq-là qui est derrière nous, Monsieur Guiraud, qui nous inspire. En tout cas, merci infiniment pour vos très belles contributions claires et passionnantes. C'était vraiment bon de vous avoir avec nous. Hein, chacune et chacun de chez soi vous applaudit. Je vais m'y associer volontiers. Regardez, je montre l'exemple. Moi, je vous applaudis tous les quatre. Alors, avant un tout dernier propos, j'aimerais simplement redire un grand merci aussi, bravo à l'équipe organisatrice, hein, qui ne ménage jamais ses efforts, hein, pour nous concocter des programmes de choix. Elle nous aura aussi permis de travailler une nouvelle fois dans d'excellentes conditions techniques, hein, il faut le souligner, c'est vraiment très très important pour ce genre d'événement à distance. Merci vraiment à l'équipe du PSEJ, tout était juste parfait. Professeur Aminata Sall Diallo, vous êtes notre hôte, notre hôtesse. Je vous donne bien évidemment la parole pour le mot de la fin. J'espère qu'on a tous été à la hauteur de vos espérances. Qu'est-ce que vous dites? Totalement d'accord avec ça. Je ne suis pas déçue et j'espère que les internautes aussi ne le sont. Je crois qu'on peut féliciter, hein, nos experts venus d'horizons très différents. Hein. Je sais que vous y êtes très sensibles, hein, et je crois qu'ils étaient au top les uns les autres. Merci infiniment, pardon, j'en perds mes mots aussi, chère Madame Diallo. Merci aussi à vous toutes et tous, hein, pour votre participation à ce deuxième épisode des e-rencontres du PSEJ. Vous pourrez le revoir en ligne sur la chaîne YouTube du PSEJ très prochainement. Quant à nous, on se retrouve au mois de décembre, hein, pour un nouvel épisode. Vous serez tous invités. N'hésitez jamais à parler de ces rencontres autour de vous. N'hésitons jamais à parler d'entrepreneuriat, à défendre ces valeurs qui servent l'économie et la jeunesse du Sénégal et un peu ailleurs aussi. Alors d'ici à notre prochain rendez-vous, je vous le demande avec une réelle solennité, continuez d'entreprendre bien sûr et surtout, prenez soin de vous et de vos proches en ces temps un petit peu difficiles. À très bientôt. Soyez heureux. Merci beaucoup. Bientôt. Merci.